Chapitre 4 de l'Empire romain aux invasions barbares et à la mondialisation et vers une dictature scientifique. La chute de l'Empire romain vit s'établir l'hégémonie de peuples germaniques issus des invasions barbares, Wisigoths, Francs, Vandales, Angles, Saxons, Jutes, Lombards, Burgondes, Vikings devenus Normands. En Russie, ce furent les Russes, R-U-S, des Varegs, eux-mêmes vikings, qui déferlèrent dans la seconde moitié du premier millénaire. Les Burgondes furent, semble-t-il, moins féroces, s'alliant volontiers à de nombreux peuples, dont les Romains. Les dynasties mises en place par ces peuples remplacèrent l'autorité romaine ou les souverainetés locales. Les Francs firent de la Gaule la France. Les Angles, les Saxons, les Jutes et les Normands firent de l'île de Bretagne l'Angleterre. Les Lombards fondèrent le royaume italique. Les Wisigoths, le royaume d'Espagne. Les Varegs et les Russes fondèrent la Russie. Comme tout peuple conquérant, ils exterminèrent les guerriers adverses et leur descendance masculine et s'unirent de gré ou de force avec les élites locales à travers ententes diverses et mariages. Dans le chaos de ces âges sombres s'élaborèrent des ordres nouveaux qui durent encore. Le pouvoir semblait se déplacer du sud-est vers le nord-ouest, ce qui fut confirmé par le renforcement, après la Renaissance, du transfert du pouvoir vers les peuples du nord. On est passé de l'Égypte, la Grèce, Rome, au Saint-Empire romain germanique, puis aux empires coloniaux français et anglais, et à l'Empire américain. D'autres empires se sont cependant levés maintenant, en particulier la Chine, parfait exemple de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, où l'esclave auquel le maître confie toutes ses tâches et transfère les richesses, dans le cas présent, finit par devenir le maître. Je précise que j'ai aucune nostalgie de l'Empire romain, ni aucune sympathie pour l'ancien ordre romain. Aujourd'hui, les descendants des dynasties germaniques règnent sur une bonne partie du monde et lui imposent leurs lois et leurs alliances. L'épicentre de l'Europe est entre Londres, Paris, Bruxelles, La Haye, le Luxembourg, Strasbourg, Berlin, Zurich, Milan. Soit sur les terres de ces dynasties germaniques qui ont transformé leurs empires ou royaumes en Union européenne. Le tribunal international est à La Haye, donc en Hollande, aux Pays-Bas. La Russie et les États-Unis, prolongement des invasions anglo-saxonnes et vikings, continuent dans la nouvelle guerre froide qui s'est instaurée à demander allégeance aux nations et à exiger d'elles de choisir leur camp. Two tribes, chantait Sting, deux tribus. Mais avouons-le, bien peu d'autres peuples ont une leçon à donner à ces descendants des invasions barbares. Grecs, Perses, Arabes, Mongols, Turcs, Chinois, Japonais, Aztèques, Indiens, tous ont voulu l'hégémonie sur le monde à un certain moment, établissant des empires impitoyables, quelle que soit la réécriture que des historiens locaux ou internationaux, pour des raisons idéologiques ou stratégiques, veulent faire de leur parcours. L'Inde est le résultat du mélange des invasions des Aryas, les Aryas, peuple indo-européen de langue proche des langues germaniques, et des Dravidiens et aborigènes dans le sens de habitants sur place. Les Aryas, nobles, entre guillemets, c'est la traduction du mot, établirent le système des castes, établissant une hiérarchie en fonction de la couleur de la peau et des origines ethniques. Le peuple juif lui-même, malgré tout ce qu'il a subi à travers l'histoire, a établi, de retour sur sa terre sainte, un système discriminatoire entre ses citoyens suivant leur origine ethnique et géographique, avec les Ashkénazes au sommet, les Séfarades et puis les Juifs éthiopiens en bas. Et il opprime les Palestiniens. Mais cela ne suffit pas à dire que telle est la norme et la loi de la vie, cette oppression des peuples les uns les autres.
puisque notre conscience et notre sens inné de la justice se révoltent depuis toujours, puisque la Terre aujourd'hui renvoie à la réalité d'un danger gravissime, puisque l'œuvre des décideurs de l'humanité démontre leur aveuglement et leur ignorance de ce que sont l'éveil, l'amour, la paix, sans lesquels la vie perd son sens. D'ailleurs, vous prenez n'importe quel tyran, vous faites en sorte qu'il tombe amoureux ou qu'il ait envie d'être aimé par une femme, eh bien, il risque bien de reconsidérer sa façon de voir le monde. Alors c'est vrai, ce n'est pas toujours le cas, mais les Grecs avaient un proverbe, c'était un proverbe latin, amor omnia vincit, l'amour triomphe de tous. Et les Grecs d'ailleurs ont montré comment le dieu de l'amour, Eros, était capable de faire perdre la tête à peu près à tout le monde, y compris Zeus, quoi. Voilà. Donc ça peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire, et nous mener aux meilleures choses et au pire. La quête de souveraineté de l'humanité par la connaissance. Le darwinisme social en acte et le projet de transhumanisme sont deux des modalités par lesquelles le pouvoir mis en place il y a tant de siècles se poursuit aujourd'hui, auto-justifié par la loi de la nature et celle de l'esprit. C'est en réalité un esclavage total à l'instinct et à la machine, qui étouffe l'âme et la liberté. La science officielle est dans la continuité des empires et religions patriarcales dominant la femme, la nature, le corps, tout ce qui échappe au mental humain, à sa volonté et à sa quête de puissance et de sécurité. Pendant longtemps, l'humanité s'est soumise à des prêtres, interprétant la volonté de Dieu ou des dieux, et aux incertitudes de la nature, devant sa survie au bon vouloir du climat. Un certain nombre d'hommes désirèrent légitimement reprendre la souveraineté sur leur esprit et assurer la sécurité sur leur avenir, pour l'apporter au reste du monde. La science se présenta peu à peu comme le moyen de tout savoir et tout pouvoir, d'échapper à la superstition et au péril d'une nature aléatoire. Elle leva des voiles, brisa des tabous, dénonça des supercheries, sauva des vies, ouvrit des yeux, fit entrevoir, comme les idéologies du Verseau citées plus haut, des paradis sur la terre, des lendemains qui chantent. Elle eut ses prêtres et la science les a toujours, comme les autres religions métaphysiques ou matérialistes. Rien de plus légitime pour l'humanité que de désirer savoir, vivre et être libre. Et toute personne qui le nie au nom d'une religion ignore à la fois la véritable nature humaine et la divine. Il y eut des réussites, la Renaissance, certaines périodes de l'Antiquité grecque, du Moyen-Âge arabe, trouvèrent un équilibre entre science, philosophie, art, religion, mais je préfère le terme de mystique ou quête spirituelle pour distinguer d'avec les structures des différents clergés. Nous sommes encore nostalgiques de ces périodes citées, elles nous inspirent toujours. Les Lumières du XVIIIe siècle, le positivisme du XIXe siècle éliminèrent la mystique et les arts des champs du savoir, trahissant l'Antiquité grecque et la Renaissance, ne gardant de Platon que l'idéal du roi philosophe, mais oubliant l'amour, ce qui amena vite la Prusse, par exemple, à l'impérialisme et l'Europe au chaos. L'école de Vienne, au début du XXe siècle, voulut imposer la démarche scientifique et le discours de la physique à toute discipline prétendant décrire ou expliquer le monde. C'est ainsi que naquirent partout de nouvelles sciences, entre guillemets, changeant régulièrement de modèle d'ailleurs, comme c'est la règle dans les sciences. Sciences humaines, sciences du langage, sciences économiques, sciences de l'éducation, statistiques et algorithmes, chimie, s'invitèrent en tout lieu. Le génome décodé, le cosmos exploré, un peu, on cherche la causa causorum, la cause première, mais le réel demeure voilé
derrière le mur de Planck, ironique jeu de mots. Et on ignore toujours comment une image mentale, insaisissable, ni mesurée, ni pesée, peut provoquer une émotion, entraînant une émulsion chimique, malgré le jeu des hormones et l'étude de leurs interactions avec nos propres actes. Les dictatures scientifiques annoncées par les écrivains britanniques Orwell, Huxley, Russell.